un des objectifs de Benyamin Netanyahou, c'est de montrer que tout ça a servi à quelque chose et donc d'exhiber à son peuple une tête, à savoir Yahya Sinwar, et quelles sont ses chances de l'attraper. Moi, je me mets à sa place. Si je sais que les chars israéliens arrivent, il est suffisamment chez lui pour pouvoir échapper à l'armée israélienne. Non, enfin, est-ce que c'est ça qui se joue en ce moment à Rafah ? Oui, vous avez raison. D'un point de vue objectif et j'allais dire réaliste, Benyamin Netanyahou a besoin de montrer, de matérialiser une victoire militaire auprès de sa population, auprès de son opinion publique, en sachant qu'il est largement rejeté, malgré tout, eu égard à sa responsabilité première du point de vue de la sécurité d'Israël le 7 octobre et eu égard également ou à l'endroit de ses propres alliés, car il faut bien le rappeler, ses alliés ont appelé Israël à ne pas réaliser cette opération en dépit de tout l'argumentaire. On va revenir ça sur les Américains. Et si les alliés d'Israël, les États-Unis en premier, ont alerté les Israéliens qu'il fallait éviter une telle opération, c'est précisément parce que depuis le début de cette offensive terrestre à Gaza, les considérations humanitaires ont été neutralisées, balayées et pas pris en considération. D'autant plus que là, ce qui se passe aussi, c'est une accumulation de nouveaux crimes de guerre au sens du droit international, parce que l'opération actuelle, même s'il ne s'agit pas d'une opération pour l'instant d'envergure, elle a été préparée par un déplacement forcé de civils. Et c'est un nouveau crime de guerre au sens du droit international. Des bombardements sur des civils ont à nouveau eu lieu. On a plutôt tendance désormais, après 6 mois, pratiquement je ne compte plus de 6 mois de guerre, une forme de banalisation de ces actes. Or, on reste en dehors des clous du droit international, on reste dans une opération caractérisée par... Mais elle n'a aucune chance d'aboutir, cette opération militaire à Rafah. C'est non, pour une raison très simple, parce que tout simplement, elle a été justifiée par un leitmotiv, par un argument et un objectif qui ne peut pas être atteint. Vous savez, lorsque vous dites que l'opération a pour objectif d'éradiquer le Hamas, vous... Alors que cherche-t-il Benyamin Netanyahou en allant à Rafah ? À survivre le plus longtemps possible. Plus la guerre dure et plus il reste au pouvoir. Son destin politique est lié à cette opération. Et Bélia Nabi, c'est quoi le plan là ? Vous me disiez que dans la partie nord, donc l'armée israélienne s'est partiellement retirée. On laisse les Gazaouis, finalement, toujours aux mains du Hamas, qui a toujours autorité sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, on aurait du mal à parler d'autorité, c'est quand même le chaos qui règne, et c'est plutôt la capacité des civils à vivre dans un tel espace qui relève d'un espace détruit. Les infrastructures civiles sont détruites, au-delà de la dimension militaire et des capacités militaires du Hamas. Ce qu'on voit d'abord et avant tout, ce sont des bâtiments civils, des infrastructures qui sont détruites. On a des chiffres sur la destruction d'ailleurs Les 2/3, j'ai lu, près de 70% des bâtiments détruits. Exactement. Donc la question qui se pose, c'est, avant même de s'interroger sur quelle sera l'autorité qui aura à gérer Gaza, c'est plutôt la capacité à vivre humainement dans un tel espace, en soulignant notamment effectivement que le Hamas va sortir dans un premier temps relativement affaibli du point de vue de sa légitimité, parce que il porte la responsabilité certains des Gazaouis reprochent au Hamas de les avoir mis dans cette situation. C'est pas une question c'est une question de responsabilité, tout simplement. À un moment donné, c'est à eux, ils auront à rendre des comptes d'une certaine manière par rapport à la situation actuelle. Mais c'est comme ça que c'est perçu, parce qu'il y a la rationalité, et puis il y a ce qu'on ressent quand on a perdu ses parents sous le coup des bombes israéliennes. En veut aux Israéliens. Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai parlé du court terme. Court terme, il y a aussi le Hamas qui voit sa responsabilité engagée, et puis progressivement, eu égard à la situation structurelle, la question de savoir comment survivre humainement dans un tel espace, bien sûr que le regard palestinien de Gaza va se tourner et se tournera historiquement vers Israël, parce que finalement ces destructions, matériellement parlant, elles sont quand même le résultat de bombardements indiscriminés. Les Palestiniens vont demander des comptes en termes de réparation à Israël. Alors,
ça dépend ce que vous appelez les Palestiniens, mais c'est pas les Gazaouis. Oui, je crois pas que ça va se concrétiser en des termes de dédommagement, de préjudice, parce que vous savez, si on devait s'inscrire dans un tel raisonnement, on pourrait aussi se tourner vers l'Union européenne qui a investi dans des infrastructures civiles, alors en Cisjordanie, mais aussi à Gaza, qui ont vu depuis des décennies ces infrastructures civiles palestiniennes détruites, et les Européens n'ont jamais rien demandé. Donc imaginez les Palestiniens. Alors, Bélier Nabli, c'est un tournant, ça, on a du mal à mesurer le côté stratégique de ces livraisons d'armes américaines à Israël. Déjà, rappelons-le, sans le soutien militaire israélien, les bombardements israéliens n'auraient pas pu perdurer aussi longtemps. Ah oui. Ah oui, sans ce soutien militaire, en dépit de la puissance de l'armée israélienne, il reste une part de dépendance. Donc Joe Biden est très mal à l'aise vis-à-vis de ces bombardements en disant j'ai finalement une part de responsabilité. Alors lui, il a mis en avant un argument moral, il a dit que c'était mal. C'est une manière de raisonner et de discourir aux États-Unis, cette opposition manichéenne entre le bien et le mal. Mais en réalité, vous savez, il y a une dimension aussi judiciaire, notamment internationale. Vous avez cette ordonnance de la Cour internationale de justice qui a souligné le risque plausible de génocide en Palestine et qui a impliqué notamment donc l'adoption de mesures conservatoires qui consistaient notamment à ne plus fournir d'armes à l'armée israélienne parce que précisément ce risque était nourri de bombardements civils. Ouais. Voilà. Et puis, par voie de conséquence, il y a ce risque pour les alliés inconditionnels d'Israël d'une complicité engagée, non seulement à l'endroit de la Cour internationale de justice, mais aussi vis-à-vis de la justice américaine. Et ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour. Mais vous savez, aux États-Unis, il y a une dimension intérieure également par rapport à ce conflit, parce que précisément, d'un point de vue du droit international, des crimes internationaux sont commis et la responsabilité judiciaire de certains responsables politiques américains pourrait être engagée. Attention, l'Iran a attaqué Israël non pas au nom de la cause palestinienne, mais parce que l'Iran avait été attaqué, en tout cas son ambassade à Damas avait été détruite par Israël. Donc ce n'est pas au nom ni de la cause palestinienne. Non mais le Hezbollah, on parlait du Hezbollah qui agit en soutien de la cause palestinienne. Et là, j'avais une autre question sur le rôle de l'Égypte, parce que Rafah, on est à la frontière égyptienne, on sait qu'ils sont dans les pourparlers. Comment voit-il les choses, l'Égypte ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ouvrent la porte de Rafah pour accueillir des réfugiés palestiniens ? Même chose, les Égyptiens, comme les Iraniens, comme les Saoudiens, finalement, en tant qu'État, ils pensent d'abord à leur intérêt stratégique, n'ont pas en tête, ils ne sont pas animés par la cause palestinienne ou par le sort des Palestiniens. Et donc, par exemple, ça se traduit par une coopération sécuritaire avec les Israéliens. C'est avéré de manière manifeste du côté égyptien, parce que, premièrement, le Hamas est considéré comme un ennemi politique du point de vue du Caire. Le Hamas faisant partie de la famille politique ou idéologique des frères musulmans. Deuxièmement, parce que l'Égypte perçoit ses intérêts d'abord à travers une relation sécuritaire et économique avec Israël, et que par conséquent, le sort des Gazaouis est vraiment secondaire. Donc les Égyptiens aujourd'hui jouent la carte de l'alliance avec Israël dans la région, et la perspective ou l'hypothèse que vous avez évoquée, à savoir finalement un déplacement de Gazaouis sur le territoire égyptien, elle pourrait être concevable si les Égyptiens devaient céder à une forme d'idéal israélien, puisque finalement, même si c'est plus ou moins avoué, ce qui est rêvé du côté du gouvernement israélien, c'est de se débarrasser des Palestiniens de Gaza d'une manière ou d'une autre, pour les paraphraser. Mais en réalité... Pour certains Israéliens, la solution, ce serait qu'il n'y ait plus de Gazaouis et de récupérer ces terres à l'extrême droite. On sait qu'ils veulent... Oui, alors, reprendre les terres. Franchement, si on devait parler de ce qu'est l'extrême droite en Israël, je peux vous assurer que ça ne se résume pas aux suprémacistes
qui font partie du gouvernement actuel. Je dirais, le Likoud de Benyamin Netanyahou, si vous reprenez son programme politique, ses éléments de langage, etc., on voit pas très bien la différence. Ce n'est peut-être une dimension religieuse et biblique moindre, mais sinon, du point de vue de la colonisation et de ses justifications, on retrouverait grandement ces références. Mais quoi qu'il en soit, l'hypothèse d'un exode ou d'un exode des Palestiniens, malgré tout, reste assez impensable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des précédents historiques qu'on connaît tous. Ce sont précisément la Nakba, en particulier ce déplacement de réfugiés palestiniens suite à la première guerre israélo-arabe. Et ce premier exode, comme ceux qui ont eu lieu en 67 également... en 67, c'était... la guerre... non, mais c'était en Jordanie, après, ils sont allés... Et également à Gaza. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'en 48 comme en 67, ces Palestiniens de Cisjordanie se sont déplacés notamment à Gaza. Et donc aujourd'hui, leurs descendants vivent le même spectre. Parce que le statut de réfugié, de père en fils, on le garde. Hein. C'est ça, parce qu'ils ne reviennent pas sur leur terre originelle. Et donc c'est précisément ce non-retour. S'ils partent en Égypte, le spectre, c'est de ne pas pouvoir revenir à Gaza. Et donc, vous risquez de créer par là un nouveau foyer de réfugiés palestiniens après ceux qui existent déjà au Liban, en Jordanie et en Syrie, et qui sont source d'instabilité sociale et politique en Égypte. Donc, c'est la principale raison pour laquelle le président El-Sisi n'en veut pas, parce qu'il créerait par là un foyer de tension sociale et politique sur son propre territoire. Est-ce que, Bélian Navli, le drame, c'est qu'il y a une essentialisation de chacun d'entre nous, c'est-à-dire que les Français d'origine juive sont renvoyés à Netanyahou et les Français de confession musulmane sont renvoyés au Hamas. Il y avait des témoignages là l'autre jour dans le Parisien qui disaient comme je suis d'origine musulmane, sans arrêt on me dit alors le Hamas, t'en penses quoi ? Chacun est renvoyé à sa communauté. Oui, par des mécanismes d'essentialisation, comme vous l'avez dit, mais aussi de simplification des représentations. Mais là, pour le coup, la responsabilité de chacun est engagée. Rien ne nous empêche de nous départir de ces mécanismes et de faire prévaloir une forme de raison. Et je pense en particulier aux autorités publiques, qui ne sont pas forcément toujours à la hauteur. Elles participent parfois, trop peut-être, à cette forme d'essentialisation. Vous avez en tête... moi, je trouve que le discours public nourrit effectivement cette essentialisation, cette binarité. On n'est pas souvent dans la... Alors, les Français de confession juive reprochent beaucoup les idées d'extrême gauche d'être à l'origine de l'antisémitisme et beaucoup moins l'extrême droite, comme si il avait changé de camp, l'antisémitisme. Oui, mais c'est aussi ce sont des chiffres... 42% dénoncent les idées de l'extrême gauche contre 10% les idées de l'extrême droite, parmi les juifs qui se sentent stigmatisés en tant que Français de confession juive. Moi, je vous dis, c'est une responsabilité collective, mais les autorités publiques sont les premiers sur ce front. C'est à elles de faire la démonstration de l'efficacité de la lutte contre l'antisémitisme. Et l'augmentation de ces chiffres engage leur propre responsabilité. Et puis, en même temps, je dirais, le fait de ne pas prendre au sérieux une accusation pour antisémitisme nourrit en vérité aussi ce climat délétère. Je trouve notamment par rapport à ce qui se passe ce qui s'est passé ou ce qui se passe à Sciences Po, beaucoup d'acteurs publics considèrent que précisément cette mobilisation est animée par de l'antisémitisme. C'est vraiment faire preuve d'irresponsabilité de mon point de vue, eu égard au personnel, je pense aux collègues qui travaillent à Sciences Po, également de ces jeunes qui se mobilisent, qui mettent en avant des arguments de droit international, des valeurs universelles comme la justice, et qui se retrouvent réduits à une accusation aussi grave, peut-être la plus grave de l'ère contemporaine. On peut critiquer la politique d'Israël sans être antisémite, c'est ce que vous voulez dire. On devrait tout naturellement rester tout simplement dans un discours rationnel. Alors même si les actes antisémites, ils ne sont pas inventés, ces chiffres. C'est bien ce que je vous dis. Et par rapport à ces chiffres, la responsabilité première est celle des autorités publiques d'être efficaces dans la lutte contre l'antisémitisme.